Il passe devant le groupe, les Espagnols étaient là à 10 mètres. Il regarde les Espagnols. Les joueurs qui ne jouaient pas des tribunes sont descendus sur le terrain. Ceux du banc de touche sont arrivés. Les joueurs sont arrivés. C'est à me donner les frissons, ce genre d'histoire véridique. On m'a dit, bon, défenseur, ça t'intéresse parce que sinon, la porte, c'est ici, quoi. C'était un peu la grosse tête. Ce qu'on est en train de faire, c'est... On ne respecte pas le maillot, on ne se respecte pas nous-mêmes. Et heureusement qu'on l'a fait parce que je pense que l'histoire se serait écrite autrement. Vous avez construit votre groupe de potes en même temps. C'était possible, ça, d'être copain avec l'ambition, finalement, de prendre la place de l'autre? Salut à tous, Christophe Jameau, Horizon Pro by Arjan. C'est un nouveau média, c'est un nouveau support pour vous vanter les mérites de vie qu'on dit exceptionnels. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont des itinéraires, pas forcément d'enfants gâtés, de personnalités qui ont su se battre, qui ont su aller chercher des médailles, qui ont su se relever quand il y a eu des épreuves, et puis d'autres qui ont suivi un chemin un peu plus simple. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir l'un des monuments du sport français. Quand je dis monument, je me tourne au siècle dernier. Parce que, oui, mon petit Pascal Mahé, ça commence à dater, ce titre de champion du monde en 1995. Ça fait peur, 30 ans. Ben oui, puis c'était quand même assez joyeux l'année dernière, puisqu'on fêtait les 30 ans du premier titre mondial obtenu par une équipe de sport collectif. Donc on était ravis, justement. Le fameux à jamais les premiers. À jamais les premiers, oui. C'était vous, en équipe nationale. Tout à fait. À jamais les premiers aussi pour 92, la médaille olympique. Voilà, première médaille obtenue par le handball français. Et puis la première aussi, évidemment, en 95. Alors, que vous soyez jeune, ancien, il y a un terme qui fait référence à la génération que tu as côtoyée. Est-ce que tu l'as forgée? Est-ce que tu as été juste un pion? On va essayer de comprendre tout ça. Parce qu'au-delà des médailles, est-ce qu'il y en a eu une deuxième médaille mondiale aussi en 93 93. Qui est mise sous silence finalement, on n'en parle pas de celle-là. Oui, mais enfin, elle était dans la progression en fait, de 92, 93, 95. Ça a montré aussi la façon dont le handball français avait évolué. Donc ça reste aussi une belle médaille. Alors, ce qui nous intéresse avec toi, Pascal, c'est ce côté... Voilà, on est parti un peu d'une faille blanche, et quand je dis on, c'est Daniel Costantini, avec qui j'ai eu le plaisir de collaborer en télévision, qui a pris une équipe en 3e division mondiale, donc mondial C, c'était pas grand-chose. Mais ce qui nous intéressait, c'est au-delà des médailles, c'est ton chemin de vie de sportif, mais aussi derrière, on ne gagne pas des fortunes quand on est handballeur, surtout à cette époque. Il y a toujours eu quand même l'idée qu'après le hand, il faudrait se réinventer. Oui, alors là, on parle d'une période que moi je qualifie de transformation, puisque là, c'est en fait, c'est le moment où il a fallu un chef de meute aussi, en la personne de Daniel Costantini, qui a dit clairement ok, je prends l'équipe en 85, maintenant, qui même me suit. Et là, on a été pas mal à vouloir vivre évidemment cette aventure, mais comme tu le disais, en fait, on était à ce moment-là à la 35e nation mondiale. C'est horrible. Enfin, c'est horrible, ça n'existe pas, on va dire. En sachant que le hand, c'est pas universel comme le foot. Non. Et à l'époque, il existait 3 mondiaux différents. Mondial A pour les bons, mondial B pour ceux qui aspirent à l'être, et le mondial C pour les nuls. On a ça un peu sur le hockey sur glace aussi. Oui. Et donc nous, en fait, on parlait des médailles tout à l'heure, mais je peux me prévaloir aussi d'une très belle médaille de cœur en 86, puisqu'on gagne cette médaille d'or en 86, la première médaille obtenue dans un mondial, certes C, mais qui... C'est un titre de champion, quand même. Voilà, qui est la première marche. Et puis avec cette volonté qu'a eu Daniel de dire, voilà, ça c'est le point de départ. On va dire tout commence à partir de rien. Là, à ce moment-là, c'était le début de l'aventure. On va commencer par ton point de départ à toi, normand comme un certain David Douillet. Tu as le gabarit d'un judoka, tu aurais pu faire aussi ce genre de sport? Alors il y en a pour certains, qui peuvent dire aussi que dans mes comportements défensifs, ça s'apparentait un petit peu à ça. Maintenant, j'ai jamais été tourné vers... C'est ce qu'on disait le handball à l'ancienne, où c'était un peu plus viril encore qu'aujourd'hui? On s'empoignait assez fortement. Et puis, donc tu es bon en déménagement, par exemple? Voilà, ça, on peut compter aussi sur moi dans ce domaine. Et en l'occurrence, là, à ce moment-là, on est parti dans une aventure où tout le monde s'est lancé en se disant, voilà, il faut soulever de la masse, il faut courir plus vite que les autres, il faut rattraper le retard, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, on avait 10 ans de retard sur la hiérarchie mondiale. Et c'est ce qui a été mis en place donc par Daniel et ce qui a permis... Oui, mais juste avant ça, toi, c'était
Est-ce que tu as fait du foot à l'école? Est-ce que tu as fait d'autres sports? Ou c'est l'environnement familial qui fait qu'on t'a amené vers le hand? Voilà, alors pas du tout le judo, mais par contre tout ce qui était sport avec ballon. C'est vrai que quand j'étais à l'école, je faisais tous les sports, le basket, le volley, le foot, le handball. Et en fait, peut-être que tu viendras à cette discussion, à cette question tout à l'heure, mais peut-être que Je vais la noter de toute façon. Non, Moi, je mais- me méfie, hein, c'est un garçon qui est barjot quand même. Donc je Oui, note. mais là, en l'occurrence, c'est très fort parce qu'on parle de transmission. Et moi, ça m'est arrivé à l'âge de 10 ans dans la cour de récréation, quand mon instituteur de CM2, qui était passionné par le sport, un jour a chopé mon père dans la cour de récréation. Il lui a dit ça serait bien que votre petit, là, qui dépasse déjà tout le monde dans la cour de récréation, il se mette au handball parce que je suis sûr qu'un jour, il jouera en équipe de France. Il était dans un club, lui, associatif du tout. Du tout, c'était un passionné de sport. On jouait au foot avec lui dans la cour de récréation. Je jouais le soir au volley avec les profs dans le petit gymnase directement collé à la salle, à l'école. Et c'est parti de là. C'est-à-dire que moi, cette petite graine m'a été plantée à cet âge-là. Et ça m'a donné une envie, une détermination. Et ça fait écho tout de suite quand tu t'es couché le soir à la maison, tu dis et si c'était vrai? Oui. Oui, Ah oui, ouais. oui, oui. Alors le quartier dans lequel j'habite, c'est la grâce de Dieu. D'accord, bah, ça t'est tombé du ciel. Et la rue de la Pomme d'Or. Donc ça La s'invente pas. La pomme tombe pas loin du pommier et tout. Voilà. Et tu y as cru. Et j'y ai cru fortement. Bon, alors il faut savoir qu'évidemment, il y a beaucoup de travail derrière. Hein. C'est une valeur qui est incontournable. Mais moi, ça a été une chance pour moi de rencontrer ce monsieur qui m'a permis, moi, de croire en mes rêves. Par rapport à ceux qui nous suivent, que ce soit des chefs d'entreprise, ils vont être intéressés par le côté construction de l'individu, sur la recherche de la performance. Les plus jeunes, c'est peut-être plus ah super, il a réussi à atteindre son rêve de faire du sport de haut niveau comme il l'a rêvé dès l'âge de 10 ans. Les premières étapes, elles se passent assez tranquillement ou il faut quand même batailler, il faut ne pas être copain avec le pote d'école justement pour prendre sa place? Je pense que ça aussi, c'est propre à chacun. On a tout au fond de soi-même des forces vives qui, des fois, sont annihilées parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas nous faire croire en nos moyens. Et moi, je sais qu'en l'occurrence, à ce moment-là, j'avais une volonté farouche d'entreprendre, mais il n'y avait pas les moyens en place à ce moment-là pour faire en sorte de pouvoir développer mes compétences, qui étaient celles de l'époque, mais qui m'ont permis, moi, après, de franchir des étapes et de continuer à croire en moi. Et bien évidemment, comme on fait un sport collectif, on s'appuie aussi beaucoup sur les autres pour faire en sorte de progresser ensemble pour aller à un moment donné décrocher la timbale. Tiens, en parlant de progresser ensemble, le fameux double projet qui est très à la mode mais qui est toujours compliqué à mener, c'est-à-dire études et sport de haut niveau, sachant que le hand n'était pas lucratif, donc j'imagine qu'il fallait rassurer les parents aussi à l'école? Oui, alors moi j'ai eu cette chance aussi de pouvoir m'occuper là en Normandie, de travailler dans un pôle espoir. On appelle ça aussi le parcours de performance, hein, qui allie justement au même niveau le sport et les études. Et là, tous les jeunes qui rentrent dans une structure comme ça savent très bien que c'est bien d'avoir des qualités au départ en balistique un petit peu au-dessus de la moyenne, hein, qui reste à travailler bien évidemment pour un jour essayer de rejoindre l'élite, mais aussi il faut assurer au niveau scolaire parce que voilà, ça Tu fait partie rêvais de aussi des quelque chose priorités. professionnellement? Il y avait un univers qui t'intéressait? Moi, quand j'étais dans ma Normandie natale, au haut de, Tu l'as quitté pour le boulot, mais tu es toujours Voilà. revenu en Normandie, tu y es Voilà. encore aujourd'hui. Au haut de mon HLM, d'un côté, je voyais la plaine, la grande plaine de Caen. Donc, je me disais, bon, c'est pas le monde agricole qui m'attire le plus. Et d'autre côté, il y avait la ville. Et j'ai eu envie, à un moment, de m'échapper et de voler de mes propres ailes pour découvrir ce monde nouveau. Et moi, j'encourage évidemment tous les jeunes aujourd'hui d'être ambitieux, curieux. Et si ça peut être un vœu pour 2026, continuons à être curieux parce que ça apporte beaucoup de connaissances et ça permet aussi après de faire les bons choix. Et tu m'as pas répondu, il y avait un job qui t'intéressait, qui potentiellement Oui. pouvait avoir tes Devenir tes faveurs. sportif professionnel. Ah oui, c'était quand même assez Oui. Oui. monomaniaque ça. Oui, oui, oui. Alors dans quel sport on a regretté, mes entraîneurs de l'époque de foot pensaient que j'aurais pu faire une carrière dans les buts de foot. Et moi, C'était quoi ton gabarit en jeune et on va dire junior déjà? J'étais déjà à 1m80, donc c'était déjà pas mal par rapport à un gamin de 15 ans, 15-16 ans. Ah, tu faisais déjà un 80 à 15 ans? Ouais. Ah oui.
Oui, j'ai grandi très vite. J'ai grandi très tôt et tout de suite, j'étais le plus grand dans la cour de Tu t'es pas récréation. arrêté à 1,80 non plus. Non, non, après j'ai pensé progresser un petit peu et je suis monté jusqu'à 1,96. Et c'était un peu les normes du niveau international. Ça t'aurait plu gardien de but parce que là, pour le coup, c'est un sport collectif, mais tu es quand même très individualiste parce que tu es dans ton but, tu es dans ta surface de réparation. Oui. Alors, tu répares les conneries des autres. Moi, ce qui m'a plu et ce qui m'a en fait guidé pendant un long moment dans ma carrière, c'était la défense du but, aider les copains pour faire en sorte de résister face aux équipes adverses. Et ce côté un peu de dernier défenseur, C'est un peu le côté la force obscure, le côté les basses œuvres, un homme de devoir. Ouais, ça s'apparente plutôt à ça, d'être pas forcément mis en avant, hein, comme le buteur au foot ou le meilleur buteur au handball, mais voilà, d'empêcher qu'on vienne fracturer la forteresse, ça me. Bon, avant de revenir ça me sur ce plaisait côté, bien. le cercle des poètes disparus avec Laurent Munier, c'était un peu ça, j'ai bien compris, Oui. tout dans la tendresse. Est-ce que tu as un souvenir, est-ce que tu sais le nombre exact de sélections et le nombre de buts en équipe de France? Alors, c'était, je vais dire que c'est 300 sélections d'équipe de France et 730 buts. Pourquoi il y a des approximations? C'était Oui, compliqué. parce que ça dépend du comptage. Ça D'accord. dépend de celui qui faisait des C'est comme petits les croix. élections. Dans les années 85, peut-être que avec le petit stylo, ça a un Le peu but n'était ripé. pas forcément bien. Mais c'est entre 297 et 300. Voilà. Très bien. Est-ce que tu as un souvenir de la toute première sélection? Quel est le contexte? Comment ça se passe? Parce que ça doit être marquant quand même ça. Oui, oui, j'arrivais dans une équipe de France, donc, je veux dire vieillissante, hein, qui était en fin d'histoire. Donc c'était en 84. Et c'était à l'occasion d'un tournoi en Hollande. Voilà. Et le premier match que je jouais avec Tu l'équipe. joues à l'époque? Je jouais au PUC, Paris Université Club à Paris. Et le match que je joue, pour moi, c'est comme une finale de championnat du monde. Je dois mettre 11 buts sur 12 tirs. Ah là, c'était pas que les bases œuvres, là, tu jouais aussi oui, parce que, arrière shooter. Parce que je sais que tu le sais, mais j'ai été aussi meilleur buteur de l'équipe de France à un moment donné, dans ma carrière et aussi dans le championnat de France. Mais quand la concurrence est arrivée après, avec un Frédéric Voll qui surclassait le niveau international, Puis des effectifs plus étoffés, donc oui. des rôles un peu plus spécifiques. Un défenseur est amené à jouer plus en défense qu'en attaque, et des rotations pour la fraîcheur. Mais moi, à ce moment-là, l'équipe de France a failli s'arrêter. C'est-à-dire que quand Fred est arrivé, je ne jouais plus en attaque, donc il fallait que j'ai un rôle. Et on m'a dit, bon, défenseur, ça t'intéresse, parce que sinon, la porte, c'est ici, quoi. C'est qui le sélectionneur en 84? Ferignac? Ah ben là, c'est l'arrivée de Daniel, les premiers stages, décembre 84. D'accord, donc c'est les stages Voilà. avec Daniel. C'est les stages, les C'est tournois lui qui de te fin donne d'année. la première opportunité. Voilà, et à partir de ce moment-là, l'affaire est lancée. Et puis, voilà, on arrivait avec Philippe Gardan, avec Thierry Perreux, les petits jeunes, où on est venu grossir les rangs de l'INSEP à ce moment-là. Et puis, l'équipe de France a commencé à grandir avec une structure différente, des moyens différents pour faire en sorte de... Alors, moi, j'ai eu vraiment le plaisir humain et professionnel de commenter pendant plus de 10 ans avec Daniel Costantini. Il m'a toujours raconté, je leur ai imposé un monde professionnel. Lui qui se disait un peu aussi tranquille, hein. Il arrivait de Marseille, il a eu ce côté prof de gym amélioré, joueur amélioré, mais il aimait bien aller à la plage à Marseille. C'était important, lui, ce côté. Est-ce que c'est vraiment ça? Il vous a dit, OK, on part de très très bas, mais si on veut réussir, il va falloir changer, révolutionner notre mode de fonctionnement? Complètement, parce qu'en fait, Daniel était le premier à dire, et puis c'était le constat qu'on faisait, c'est que le handball, à l'époque, dans les années 80, il se jouait dans toutes les cours de récréation. On joue au handball dans toutes les cours de récréation et on est nul. Donc à un moment donné, il faut faire quelque chose pour faire en sorte de faire... Oh, j'étais champion de Paris scolaire. pour essayer... Mais Daniel, lui, quand il a eu cette vision de se dire, bon, on se met au travail, est-ce que vous êtes prêts à me suivre? Il n'est pas venu comme ça, avec son petit short et son soleil dans les yeux. Hein. Il est arrivé, il a passé plusieurs mois dans les Balkans pour aller voir comment ça se passait, pour aller parler avec les coachs, pour suivre les entraînements. Et il a été s'enrichir de cette culture que nous, on ne maîtrisait pas à l'époque,
pour, à l'époque, peut-être essayer de faire un copier-coller, mais en respectant aussi, bien évidemment, toute la créativité française qui a permis de franchir ces étapes-là, quoi. Alors, cette progression, tu l'as ressentie comment au travers du groupe? Tu as cité déjà 3-4 éléments qui sont arrivés en même temps que toi. Vous avez construit votre groupe de potes en même temps. C'était possible, ça, d'être copain avec l'ambition, finalement, de prendre la place de l'autre? Oui. Pas évident, ça, quand même. Et Claude Onesta dit justement quand on intègre un jeune au sein de l'équipe de France, c'est un peu nourrir sa proie. Mais c'est la réalité, c'est-à-dire que le handball, c'est construit aussi comme ça. Moi, je l'ai connu avec le parrainage, de faire en sorte de bien intégrer un jeune qui arrive au sein de l'équipe de France, c'est important. C'est important aussi dans le milieu de l'entreprise. Quand un jeune arrive avec ses savoir-faire et puis que les anciens qui sont là voient que les méthodes sont différentes, peut-être que ça peut coincer. Et c'est bien que ça coince. Mais c'est bien aussi qu'on arrive à trouver un terrain d'entente pour se battre pour les mêmes causes. Et là, en l'occurrence, ce qui s'est toujours passé au sein de l'équipe de France, c'est de faire en sorte de bonifier les savoir-faire individuels de chacun au service du collectif. Et ça, c'est de l'ADN de l'équipe de France et c'est comme ça que ça fonctionne depuis des années. Et pourtant, Daniel, il a toujours revendiqué une sorte de dualité, d'affrontement quasi permanent avec vous, les joueurs, et lui, son mode de fonctionnement, son mode de management. Oui, là, là, on pourrait parler aussi d'agilité managériale en ce qui le concerne. Elle était de quelle sorte? Lui, c'était plutôt très directif, très descendant. Et le côté participatif, Daniel, c'était un petit peu éludé ou c'était contre nature. Et avec nous, voilà, chef de meute, on avait besoin de quelqu'un qui prenait en main la destinée de l'équipe de France et il a su nous guider, il a su nous montrer le chemin. Mais après, les générations évoluent et quand il est une deuxième fois champion du monde à Bercy, c'est pas dans ce mode de fonctionnement. En 2001, c'est dans un monde complètement participatif où justement le point relais, c'est Jackson Richardson qui va faire en sorte que ces méthodes-là évoluent et qu'on puisse à la fois en 95, sous un mode directif, être champion du monde, et en 2001, sous un mode participatif, l'être aussi. On accélère, on bascule sur les Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. C'est Marie-Jo Pérec, c'est tout ça, mais c'est aussi les bronzés. Ce ne sont pas encore les barjots. Et quand on parle des bronzés, il n'y avait pas que la médaille qui était bronzée, c'est aussi vos cheveux. Et c'est là où ça témoigne de quelque chose d'assez incroyable. Vous allez disputer une première finale, on va dire, pour une médaille olympique. Et là, vous vous retrouvez à partir en délire, parce que ce n'est pas du tout dans l'esprit olympique. Et là, ça allait être aux yeux du monde en plus. Qu'est-ce qui vous s'est passé par la tête de vous teindre les cheveux de cette façon? On avait travaillé tellement durement, parce que ce qui est intéressant à mettre en perspective, c'est quand Daniel prend l'équipe en 85 et qu'on arrive en 92, 7 ans, on a passé des étapes, mais on n'a rien gagné. Si, le mondial C. Voilà, le mondial C, en 86. Mais celle-là, quand tu regardes la vitrine à la Maison du Hand, elle n'y est pas dans la vitrine. Ce qui est dommage, d'ailleurs. Complètement, moi j'ai souscrit complètement, parce que ça reste quand même un événement majeur. Ça fait partie du premier petit caillou placé. Et on avait tellement une soif on avait tellement travaillé pour en arriver là qu'on avait vraiment envie que ça se sache par tout le monde. Et on arrive dans ce village olympique qui pour moi et pour nous reste une aventure humaine et sportive incroyable. Les premiers Jeux olympiques déjà pour le handball français et participer à un événement mondial comme celui-ci. En plus, une terre de handball, attention, voilà. En Espagne, c'est pas d'aller faire les Jeux à Los Angeles par exemple en 84, le hand ça n'existait pas. Là, c'est une terre de hand. Voilà, et donc on a eu envie de marquer le coup, voilà, avec notre état d'esprit, de se dire sans forcer le trait, mais qui pour certains mais là, tout le monde est leader, tout le monde est suiveur, c'est un mélange. Alors moi j'étais plutôt suiveur, mais suiveur joyeux, c'est-à-dire que j'avais vraiment envie de participer à tous les délires alors c'était plus Laurent Munier, Philippe Gardan, Grégory Anctil, voilà, des joyeux de drill qui faisaient en sorte de faire bien vivre le collectif. Et là on décide, voilà,
sur un coup de tête, pour le coup, d'aller se faire des coupes de cheveux un peu rigolotes, et qui nous a permis, nous... Sans l'aval du patron, non, sans l'aval de Daniel Cossotte. Mais ça sert à quoi? Ça sert aussi à renforcer notre identité, à montrer aussi qu'on existe, et puis à perturber aussi. Tu te souviens de sa tête quand il vous a vu tous en blond peroxydé? Oui, eh ben, il a pris beaucoup de distance par rapport à ça. Il a été plutôt cool et il a pas validé le truc, voilà, mais il trouvait que c'était bien en termes de dynamique de groupe. Lui, oui. Ça l'a bien arrangé finalement aussi, ce petit coup de pub, oui. ce petit coup de projecteur supplémentaire. Et oui, parce que nous, on souffrait de ça, mais après, quand on est dans une aventure olympique, on sait qu'on va être médiatisé, mais on le saura davantage si on rajoute un petit peu la cerise sur le gâteau pour faire en sorte qu'on attire le regard. Alors, on a tiré le regard parce qu'on s'est mis un peu en scène, mais aussi c'est que sur le terrain, ça fonctionne. Quand on joue l'Espagne le premier jour, évidemment que les Espagnols, en jouant les Français, ils se disent on va se faire la cerise sur les Français et puis après on va les décrocher la médaille d'or. Mais nous, on ne voyait pas les choses de la même façon. Et j'ai une petite anecdote à ce sujet, parce que sur ce premier match, j'ai joué contre l'Espagne quand tu arrives dans le village olympique. Il faut savoir que la restauration, c'est grand comme un terrain de foot, hein. Ça rentre, ça sort, c'est énorme. Et nous, donc, on décide avec l'équipe de tout faire ensemble pendant ces Jeux Olympiques. Donc, évidemment, on va manger tous ensemble. Et qui sort du restaurant à ce moment-là? L'équipe d'Espagne qu'on va jouer le lendemain. Et là, je ne sais pas ce qui a pris à Laurent Munier. Il nous attrape tous comme ça. Il passe devant le groupe. Les Espagnols étaient là à 10 mètres. Il regarde les Espagnols. Et là, qu'est-ce qui se passe dans le village olympique? C'est la bagarre. Non, bien évidemment qu'on s'est tenu. Mais, alors, évidemment, on ne doit pas voir ça dans un village olympique, mais c'était un message fort envoyé en espagnol en disant que, demain, ce match, il ne sera pas aussi facile qu'ils le pensent. Et d'autant que ça a été d'autant plus vrai, c'est qu'on les bat 19-16 sur ce premier match aux Jeux Olympiques, et ça nous lance complètement dans la compétition. Et vous auriez pu faire le haka, parce qu'en fait c'est un geste qui est fait souvent au haka, ça aurait bien correspondu à cette génération en plus. Oui, puis on aurait été prêt à le faire. Oui, ça c'est pas exclu. Bon allez, on accélère, 92 la médaille, et l'Islande, ça tombe bien, parce que vous les battez, les Islandais, pour la médaille de bronze. Ouais. Il y a le mondial en 93 où il y a une première médaille mondiale, donc ça c'est aussi très intéressant. Mais c'est surtout 95, une finale en Islande contre la Croatie, une sorte de meilleur ennemi récurrent de l'équipe de France depuis l'éclosion de la Croatie. Mais il s'est passé, vous avez mal entamé la compétition, ce mondial. Plutôt mal. Si je regarde un peu quelques coupures de presse, c'était un peu la grosse tête. Voilà, donc là on arrive dans les 10 ans, c'est-à-dire dans les prédictions du chef, en se disant voilà, on arrive à ce mondial, on a fait 92, 93, donc 95, ce sera sûrement la médaille d'or, puisque le patron l'a dit. Ah, lui, il avait écrit ça comme ça, une garantie décennale. Daniel s'était engagé en disant si on met toutes ces méthodes-là, je prends l'équipe en 85 et en 95, on aura des grandes chances de devenir champion du monde. Voilà, donc c'est un message fort quand même, assumé. Et suivant les moments, les moments forts, les moments faibles, évidemment que ça pouvait se retourner un petit peu contre nous. Mais là, c'est vrai que dans ce championnat du monde, on finit 4e de notre poule et on va jouer les premiers. Parce qu'il y a 2 défaites. Hein. Oui, et on va jouer les premiers, l'Espagne, au nord de la Norvège, où on prend un petit coucou, on ne sait même pas si on va y arriver. Il y a un hôtel, un gymnase. Voilà. Et le lendemain, on doit jouer cette équipe d'Espagne pour continuer à espérer poursuivre l'aventure dans ce championnat du monde. Mais là, on sent que le groupe est prêt à imploser, exploser, que tout est prêt à partir en sucette. Et là, grâce à l'initiative de Denis Latou, le regretté Denis Latou. Oui, mais c'est l'occasion d'en parler, parce qu'il a eu un rôle prépondérant. C'était un super pote à toi, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Mais il y a eu on a parlé de la réunion de Reykjavik, je ne sais même pas si c'était à Reykjavik même. Comment ça s'est fait cette réunion? Eh bien ça s'est fait justement à un moment donné où on a pris conscience de la difficulté dans laquelle était le groupe pour, si on laissait ça se déliter, peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui pour discuter justement des bonnes choses qui se sont passées évidemment. Et il y a une prise de conscience à ce moment-là pour dire qu'est-ce qu'on fait. On se réunit, c'est important de prendre la parole parce que ce qu'on est en train de faire, c'est
on ne respecte pas le maillot, on ne se respecte pas nous-mêmes, et on est en train de mettre les fondations en danger. Et donc on s'est réunis dans une petite pièce de l'hôtel, et chacun a pris la parole. Et on a dit ce qu'on pensait de la situation, des rapports entre les Marseillais et les Parisiens. Est-ce qu'il y avait la guerre entre oui, des bien clans évidemment, parce qu'on est arrivé à un moment où on commençait un petit peu à exister sur la scène internationale, où on commençait à avoir des sollicitations un petit peu à droite et à gauche, et on s'est pris pour d'autres. Et il a fallu... Et là, on fait son autocritique quand c'est comme ça, ou on charge l'autre en disant « Ouais, mais toi, tu me donnes plus le ballon, toi, t'es comme ci, toi, tu te la racontes. » Les deux. Les deux. Les deux. Les deux. Et quand son autocritique n'est pas faite pendant cette réunion, elle est faite par les autres. Et ça a duré longtemps? Ça reste un feedback très positif. Mais ça a duré longtemps, cette Ça a duré à peu près 30 minutes, 40 minutes, où quand on s'est dit qu'on ressort de cette salle, on sera plus fort que jamais. Et il y a un fait de match, pendant le match contre l'Espagne, où il y a un Espagnol qui essaie de fracasser Jackson. Jackson, il finit sous le banc des Espagnols, et il y a un coup de pied qui part. La fameuse action où ça part là, un peu en sucette. Et là, Daniel a eu ces mots aussi, j'ai vu de nouveau mon collectif. C'est-à-dire que les joueurs qui ne jouaient pas des tribunes sont descendus sur le terrain, ceux du banc de touche sont arrivés, les joueurs sont arrivés. C'est à me donner les frissons, ce genre d'histoire véridique. Ouais. Et tout le monde est arrivé à ce moment-là pour en découdre avec les Espagnols. Évidemment, il n'y a pas eu de bagarre générale parce que le handball, c'est se contenir. Même si on était barjots à l'époque, on savait, on connaissait nos limites. Et à ce moment-là, les Espagnols ont vu, encore une fois, qu'il fallait compter sur nous. Et ce match, on le remporte, et grâce à ça, on peut continuer l'aventure, et après, on déroule. Après, c'est vous avez parlé de cette réunion ou pas du tout? C'était ancré en vous, c'était un peu, on se fait on s'en mêlait, quoi, c'était un peu ça. Oui, mais ça, c'est en fait les premières réunions, je veux dire, sans cadre, hein, c'est-à-dire qu'on savait que ça partait en sucette, et Daniel n'était même pas au courant. C'est à la sortie du championnat du monde qu'il a appris qu'on avait fait, cette réunion entre joueurs. Et ça a été salutaire. Et heureusement qu'on l'a fait, parce que je pense que l'histoire se serait écrite autrement. Alors ça a été jusqu'au bout, jusqu'à une finale remportée assez tranquillement finalement contre l'Islande, contre la Croatie à Reykjavik. L'histoire des barjots, alors Philippe Gardant prend ça pour lui en disant qu'il avait dit à un journaliste de l'équipe, parce qu'il devait faire un petit portrait de chacun, il avait dit... De toute façon, en fait, on est tous un peu barjots. Oui. Ça vous a marqué, c'est resté comme ça. Oui. C'est resté dans l'histoire du sport français, ça a dépassé le hand. Ça, c'était la plus grande victoire aussi, finalement, de sortir du gymnase, du monde du handball, pour faire partie du patrimoine du sport français. Oui, parce qu'en fait, on écrivait une belle histoire. Après, de mettre une étiquette sur comment s'appelle cette aventure, ça fait plaisir. Voilà, il faut savoir aussi prendre de la distance par rapport à ça. Nous, ça a été que positif. Même si à un moment donné, si on va encore plus loin dans l'histoire, 96, les barjots, ça se finit en charlot, hein, puisqu'on ne fait pas de médaille en 96. On fait quatrième. Hein, on fait quatrième. Je commente pour Eurosport avec Greg Anquetil. Voilà. À la place du con. Hein. Voilà. Donc là, on a été vraiment... Et c'est marrant, c'est le hand qui a... C'est le seul sport en France, en tous les cas, qui a donné ce côté, les bronzés, les barjots, les costauds, les charlots, les experts, voilà, etc. Oui. On cherche toujours un qualificatif, finalement. Mais ça, c'est aussi beaucoup une histoire par rapport aux médias, hein, qui cherchent à avoir un point d'accroche, un point d'ancrage pour justement raconter une histoire par rapport à ce que vivent différents sportifs. Et nous, à ce moment-là, on en était très fiers. Pascal Mahé, on ne va pas se raconter d'histoire, on va avancer dans ta vie. Double transmission, transmission du savoir, transmission, est-ce qu'il y a de l'ADN et tout? Si je te dis par exemple Quentin Mahé, c'est quoi? C'est un simple joueur qui est lui double champion du monde, champion olympique. C'est ton petit garçon. Oui, alors je te racontais l'histoire tout à l'heure du haut de mes 10 ans. Alors moi, j'étais pas là à ce moment-là quand j'ai vécu cet échange avec ma femme, Karine. Il rentre de l'école et puis... Ils en avaient vu, l'Instit leur avait parlé d'ADN, il avait 8 ans à l'époque. Hein. Et voilà, c'est ce qui peut vous lier à vos parents, c'est une carte. Voilà. Donc l'explicatif est là. Et il demande à ma femme, mais est-ce que tu crois que c'est écrit dans mon ADN que je vais être champion du monde aussi? Et il a 8 ans à ce moment-là. Donc le rêve, lui, il l'a eu aussi très tôt. Hein, dans son berceau, quand il voyait une ampoule au-dessus du lit, c'était balle, balle, balle. Il a toujours été aussi très attiré par le ballon, mais il n'en reste pas moins vrai que, je l'ai déjà dit tout à l'heure,
il y a beaucoup de travail derrière, il y a beaucoup de qualité individuelle de la part de Quentin qui a fait que, bien évidemment qu'il a baigné dans une atmosphère sportive, handball, et pour le coup de haut niveau, et il a été nourri par ça, et il a eu aussi envie d'en croquer. Donc tout le mérite lui en revient, parce qu'il s'est pris en main, il a fait en sorte de faire... Parce que lui, en plus, nous, quand on crée, quand on écrit l'histoire en 85 jusqu'en 95, on construit tout, on passe des étapes. Lui, Quentin, il arrive à 17 ans, qu'il est en Allemagne, premier contrat pro, le handball français est déjà triple médaillé. Il est identifié comme étant le référent mondial. Voilà, et donc lui, il est confronté tout de suite au très très haut niveau. Donc tout le mérite lui en revient parce qu'il a su grandir dans ce monde de brut. Il parlait un peu allemand quand il avait quel âge? Au début non, puisque quand il est... Mais en fait, maintenant, voilà, oui, maintenant il se balade. Il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Et tout ça, ça se construit avec le temps. Quand il est évoqué, là tu viens de raconter l'épisode avec sa maman, toi comment tu l'as reçu? Tu étais forcément un soutien, c'était obligatoire. Tu avais vécu l'histoire quelques années plus tôt, tu ne pouvais pas ne pas l'épauler dans cette quête. Mais même moi, j'ai été coach de lui quand on était en Allemagne, parce que j'étais joué pendant une douzaine d'années en Allemagne. Donc la famille est arrivée et j'étais coach de Quentin. C'était pas simple non plus d'être coach de Quentin. Comment on coach son enfant en étant objectif? Est-ce que c'est possible déjà? J'essayais de l'être, et quand il pétait un câble, il retournait dans le vestiaire. Mais parce que lui, il a un caractère fort. Mais il est quand même un peu caractériel. Il avait un caractère très fort. Maintenant, avec l'âge, ça s'est arrangé. Oui. Mais c'est pas simple, mais ça se fait, voilà. Donc, alors je pense qu'aujourd'hui il dira que ça l'a aidé, hein, et puis moi de voir ton gamin grandir dans l'environnement qui t'a permis, qui m'a permis à moi de m'éclater et de me faire plaisir, et puis de gagner aussi ma vie, hein, puisque c'était mon métier. Et ça, c'est aussi super intéressant. Est-ce que tu as encore des conversations purement sportives et tactiques avec lui, comme on peut avoir avec un autre joueur? Toujours. Par téléphone, par message, avant ses matchs, après les matchs. Il est soucieux de ton analyse, de ton regard? Il aime bien que... Après, je développe plus autant que... Parce que, voilà, je ne veux pas dire qu'il est rangé, mais il a sa perception des choses aussi, heureusement. Mais ça n'empêche que dès qu'on peut échanger sur une partie tactique, sur des choses qui se sont faites ou pas faites, il est à l'écoute, et puis c'est des échanges qui sont plutôt sains. Alors il y a des anciens joueurs, eux, leur idée après leur carrière, c'est de rester complètement dans le monde du handball, mais de vivre ça au quotidien sous forme d'être entraîneur ou sélectionneur, mais souvent entraîneur, sur un banc. Tu l'as expérimenté, tu l'avais envisagé, ça s'est fait un peu par hasard, cette prolongation de ta carrière de joueur? Alors moi j'ai eu envie de faire ça. Parce que, encore une fois, ça répondait à un besoin de transmission. Moi, je me suis toujours senti privilégié dans la vie que j'ai menée en tant que sportif de haut niveau. Et de vivre une aventure en Allemagne un peu tard, hein, je me suis dit, tiens, les Allemands, ils me contactent à 35 ans. À 35 ans, la carrière est terminée. Tu étais déjà passé à Monaco? J'étais à Monaco à ce moment-là. J'avais oublié ce passage. C'est quoi Monaco? Je ne me souviens plus de l'histoire de C'était à la sortie des Jeux de 96. Joueur, entraîneur, manager à Monaco pendant 3 ans. Et ça m'a permis aussi, moi, de travailler un petit peu sur la formation, de faire grandir le club, avec des moyens. Quentin est passé d'ailleurs à Monaco. Oui, il était... Quentin et Victor, mon deuxième fils, ont joué aussi à Monaco au handball. Et c'était le début de l'aventure. Victor, il a combien d'écart avec Quentin? 17 mois. 17 mois, il n'a pas fait sport de haut niveau aussi? Non, Victor n'était pas du tout branché donc tu n'as pas eu le souci d'en appuyer un plus que l'autre, ça doit être compliqué? Mais j'ai pas eu... Moi, j'ai toujours eu l'impression, même si j'étais très investi, très fier de la façon dont les choses se passaient pour Quentin, mais j'ai pas eu
Je ne suis jamais intervenu, par exemple, quand Quentin était coaché par quelqu'un d'autre en disant ça serait mieux de faire ceci, cela. Pas du tout interventionniste. Jamais parlé avec Guillaume Gilles, jamais parlé avec Claude Onesta. Jamais. Tout ça, c'est voilà. J'ai toujours réussi à rester à ma place et faire en sorte. Parce que tu savais que ça aurait été contre-productif oui, aussi. Oui, bien sûr, mais voilà, ça, il ne faut pas faire ça. Moi, j'ai un copain, Luc Alphand, qui l'a fait avec les entraîneurs de l'équipe de France de ski. Sa fille a pris le pavillon suédois parce que sa maman est suédoise et qui s'était trop engueulé avec les cadres. Hein. Oui. Mais on peut après avoir des perceptions différentes. Mais de là que ça rentre, et ça peut être conflictuel après. Donc laissons les choses se faire. Après, le meilleur interlocuteur restera toujours Quentin et son coach. Et là, en l'occurrence, voilà, les choses, bon, pour le coup, elles sont terminées pour Quentin avant 2024 et ça a été douloureux pour tout le monde, d'abord pour lui, mais c'est l'histoire du handball français qui s'écrit comme ça et il faut rester positif par rapport à tout ce qu'il a vécu et tout ce que lui a permis de vivre le handball. Alors toi, tu étais revenu un peu sur le devant de la scène quand Quentin était en équipe de France, justement, parce qu'il y a le côté filiation. Après, il y a eu Melvin Richardson, pareil avec Jack. Mais on t'a beaucoup cité, on t'a mis aussi un peu de nouveau sur le devant quand tu es venu entraîner en France, à Chartres. Qu'est-ce qui t'a plu, pas plu dans ce handball de club en France ? Alors moi, je suis arrivé en France justement avec toute cette double culture française, allemande. J'ai eu une licence d'entraîneur en Allemagne qui m'a permis de pouvoir bosser en France. Je pense que j'ai beaucoup fait confiance aux gens avec lesquels je travaillais et ça s'est retourné contre moi. Donc on va dire pour certains que je n'ai pas réussi dans ce domaine et que j'aurais dû faire autrement. Voilà, l'histoire a été écrite. Je suis arrivé à Chartres pour faire en sorte que Chartres monte en première division avec différentes problématiques. J'ai réussi mon contrat. Chartres est monté en première division. Mais en tant qu'aventure humaine, ça restera douloureux pour moi. En toute façon, ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle salle à Chartres, que le club s'est installé, même puis à l'ascenseur, on peut penser que le bassin économique fera que ça fonctionnera. Dans ton parcours de vie, il y a aussi quelque chose d'important aujourd'hui dans la transmission, c'est de parler aux entrepreneurs, de parler aux chefs d'entreprise. Parce que quand tu as été au milieu d'une bande comme ça, il y a je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas des ressorts supplémentaires dans un monde concurrentiel et le témoignage d'un sportif, ancien sportif, ça peut apporter ? Oui, alors après, ce qui plaît, puis ce qui est incontournable, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou dans le monde du sport, c'est l'investissement, c'est de croire en ses qualités et c'est les moyens qu'on va mettre en place pour faire en sorte de les réaliser. Et ce qui est important, c'est que quand on parle de valeurs humaines, elles doivent être partagées par tous. C'est-à-dire que moi, si j'arrive avec mes petites idées, que je n'ai pas une écoute favorable au sein de l'entreprise ou au sein de mon équipe pour faire en sorte de mettre en avant mes savoir-faire, ça risque d'être compliqué et je ne risque pas de m'épanouir dans ce que je fais. Donc une bonne intelligence, une bonne compréhension des dirigeants permet bien évidemment à ceux qui viennent grossir les rangs d'un collectif, de faire en sorte que l'intégration d'un jeune aidera à faire grandir le collectif, comme c'est le cas au niveau sportif. Et tout ça, voilà, c'est très précis, c'est très fin, et si on se loupe sur ces valeurs-là, sur ces appréciations-là, on risque de se louper et puis de se croiser sans partager de belles valeurs. Donc ça, c'est... Partage, valeurs humaines, plaisir, ensemble, c'est des mots qui je sais pas, toutes les 3 phrases, pas loin, ça revient tout le temps. Et tu développes ça même maintenant, tu t'es pris, alors je sais pas, d'affection pour un territoire africain, où là tu t'es lancé dans une drôle de mission. Oui, alors j'ai été contacté par une association qui s'appelle ACPADENOU, qui est une association humanitaire qui travaille pour la jeunesse du Bénin, qui travaille dans les orphelinats, qui travaille à l'alphabétisation des femmes. Et pourquoi t'as contacté toi ? Par connaissance ou c'est...
Qu'est-ce qui a disons fait? que le président, à l'époque, était à la recherche d'une tête d'affiche pour pouvoir essayer de communiquer, rentrer en contact avec des gens un peu influents, permettre d'ouvrir certaines portes. Et puis moi, à ce moment-là, j'étais dispo, à l'écoute. Voilà. J'avais envie aussi à ce moment-là d'échanger, de voir comment ça fonctionnait. Et j'ai accepté mon rôle de parrain parce que j'ai vu que c'était concret. C'est-à-dire que moi, j'ai été travailler dans les écoles, dans certains clubs aussi, parce que pendant 1 an et demi, on a fait en sorte de regrouper des fournitures scolaires, des jouets. Il y a un concours de lecture qui va commencer là, au mois de janvier au Bénin, dans toutes les écoles. Et en fait, le container qu'on a envoyé là-bas au mois d'octobre, c'est-à-dire un peu plus de 70 mètres cubes envoyés. Comme ça, c'est des collectes que tu as fait dans la région normande? Dans toute la Normandie, ouais, c'est ça. On a eu aussi des contacts chez des ophtalmos et des opticiens pour faire en sorte d'envoyer pas uniquement des lunettes de soleil, mais des lunettes avec des corrections pour des gens qui travaillent dans les hôpitaux au Bénin, pour faire en sorte qu'ils aient des meilleurs yeux pour soigner les gens là-bas. Voilà, c'est des petites choses qui font que leur quotidien sera un petit peu mieux et que leur jeunesse puisse avoir un meilleur avenir. Et ça, tu as l'impression que c'est une médaille supplémentaire que tu vas chercher? Je ne vais pas chercher, j'ai envie de dire que c'est naturel, c'est quelque chose qui me parle énormément et que j'ai envie de développer. Et encore une fois, partager avec le plus grand nombre pour faire en sorte, le nerf de la guerre, c'est les moyens financiers. Hein. Si on n'a pas les sous pour payer le container, on ne pourra pas envoyer le container. Donc c'est des associations, c'est des mises en relation qui font qu'il y a des gens qui ont envie de donner un petit peu, alors de leur temps ou alors financièrement, pour faire en sorte que les choses avancent. Je te l'ai dit, moi je te filerai un coup de main à mon humble niveau. Je suis partant pour l'aventure. On va terminer là-dessus. Moi je t'ai toujours dit, Barjot un jour, Barjot toujours. Pour autant, il y a beaucoup de sagesse dans tout ce que tu racontes. Mais les témoignages, tu as évoqué les 30 ans. Alors on pourrait parler du regretté gardien de l'équipe de France Médard, de Denis Latou qui est parti aussi bien trop tôt. Ce qui est fou, c'est que 30 ans après... il y a toujours cette osmose entre vous, même si vous ne vous appelez pas tous les jours et tout. Il y a cette envie de faire perdurer finalement votre rêve de gamin? Oui, moi j'entendais ça aussi à travers des propos de sportifs de haut niveau quand ils avaient vécu quelque chose d'extraordinaire avec des copains. Vous gagnez la Coupe Davis, France voilà, 98. C'est marqué au fer rouge. Puis on a toujours des contacts, des informations sur les uns sur les autres. Et puis quand on se retrouve, c'est comme si on s'était quitté la veille, voilà, et puis qu'on a envie d'aller boire un coup et de partager un moment ensemble. Et ça, c'est des moments forts que nous, on a eu la chance de vivre. Bon, encore une fois, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place pour faire en sorte que ça puisse se réaliser, mais qui reste important aussi de transmettre. Voilà, parce que moi, quand je vois les petits jeunes aujourd'hui qui arrivent, et qu'on a des étincelles dans les yeux, il faut aussi qu'ils connaissent leur histoire, de comment ça s'est créé et pourquoi aujourd'hui eux puissent bénéficier d'un environnement comme ça, parce que moi j'ai du respect pour les anciens, ceux avec lesquels j'ai commencé. Moi, ça m'a permis aussi moi de mettre le pied à l'étrier. Et aujourd'hui c'est une histoire qui, alors je dirais au niveau des garçons, et puis au niveau des filles aussi, c'est magnifique. Il y a vraiment une parité dans le fonctionnement du handball français qui permet à la fois à des petites filles et puis des jeunes garçons de pouvoir prendre du plaisir dans ce sport. Un grand merci pour ton témoignage, Pascal Mahé. Alors voilà, vous aurez régulièrement sur cet horizon pro by Arjan des témoignages, des parcours inspirants. Mais vous voyez que malgré la folie des grandeurs que tu as atteinte, en plus avec l'équipe de France de handball. Mais après, il peut y avoir beaucoup de sagesse, beaucoup d'enseignements à en tirer. Tiens, dernière question. Ça ne t'amuserait pas aujourd'hui d'être entraîneur? Tu serais un entraîneur différent si demain on te mettait sur un banc? Alors certainement avec plus d'expérience, plus de connaissances. Je ferai en sorte de bien m'entourer. Parce qu'on n'est pas le Jamais seul en fait. Non, jamais seul. Et Olivier Krumbolz, enfin il y a des exemples multiples, hein. Il y a Olivier Krumbolz. Oui, qui a révolutionné sa façon de faire avant de revenir. À un moment donné, on lui a dit tu dégages parce que tu ne parles pas comme ça aux filles. Il a dit ok. Il a dit je reviendrai par contre. Oui, et on lui a dit est-ce que tu peux revenir? C'était avant les Jeux Olympiques, 6 mois avant les Jeux Olympiques. Il dit je reviens, mais je reviens avec une équipe autour de moi. Parce que comme ça. Et une attitude différente et tout. Voilà. Mais même si Daniel, on lui parle
quand on parle d'agilité managériale, Daniel, oui, mais à un moment donné, Daniel, en 2001, tu es rentré dans le monde participatif, mais c'était contre nature. Daniel, c'est oui, c'est vrai que c'était aussi sa personnalité. C'était annoncé, c'était sa dernière sortie. Oui, oui, mais voilà. Mais après, c'est cette intelligence d'avoir, ok, j'ai un fonctionnement qui n'est pas forcément adapté pour les gens avec lesquels je travaille, mais par contre, je sais que le besoin est celui-ci et il faut que je m'entoure de gens qui vont pouvoir m'aider à faire passer les messages. Et ça, c'est puissant et c'est ce qui permet de continuer à performer. Bon, ce coup-ci, on se quitte et je te dis à bientôt, Pascal Maille. Salut à tous.